Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Van den Dungen aujourd'hui en Namur. Alors, il faut savoir que Pierre a passé de nombreuses heures à consulter les archives. Il est l'un des rares à avoir parcouru l'ensemble des papiers d'Henri Lafontaine pour rédiger cette biographie qu'il va nous présenter aujourd'hui. Je vais céder la parole à Daniel Sautiot, le président de la Fondation Henri Lafontaine, en collaboration de laquelle nous organisons cette conférence. Merci Jacques, merci à toutes et tous d'être là ce soir pour la présentation de cet ouvrage qui a demandé 3 ans d'intenses activités à Pierre, mais ça vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Jacques vient de dire Fondation Henri Lafontaine, donc j'ai envie de commencer par un petit mot sur la Fondation. La Fondation a été créée il y a quelques années, en 2008-2009, et à ce moment-là, on s'est rendu compte, Jean-Paul Depluche, qui est ici, qui est le président du Mondaneum, qui est là derrière, et Jean-Paul Barras, qui avait aidé à faire venir les archives du Mondaneum ici à Mons à l'époque, tous les deux se sont rendus compte que finalement on arrivait à cette date fatidique, merveilleuse, qui était le 100e anniversaire de la remise du prix Henri Lafontaine, du prix Nobel de la paix à Henri Lafontaine. Et on s'est dit, mais finalement, on en parle peu de ce personnage, il faut faire un certain nombre de choses pour parler d'Henri Lafontaine à l'occasion du 100e anniversaire de la remise de son prix Nobel. Ça, c'est l'origine de la Fondation. Après cela, il y a eu plein d'activités, des colloques, des conférences, dont certaines ici au Mondaneum, parce que l'origine de la Fondation, c'est bien ici au Mondaneum. C'est ici qu'elle a pris ses racines, et c'est avec le Mondaneum que nous continuons à collaborer en priorité. Et dans tout ce processus, il nous est apparu à un moment donné qu'il manquait finalement un outil essentiel, parce qu'on connaissait les grandes lignes de la vie d'Henri Lafontaine, surtout jusqu'au moment de la remise du prix Nobel de la paix. Après, on sait que c'était la Première Guerre mondiale, on sait qu'il était parti aux États-Unis, on connaissait un certain nombre d'articles et de livres qu'il avait écrits à cette occasion, et puis après son retour, les choses devenaient un peu plus floues. On connaissait moins cette partie des archives. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il faut vraiment donner à ce personnage essentiel de la vie intellectuelle engagée belge un vrai travail scientifique de haut niveau. Et c'est là que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Pierre Van den Dungen, qui était déjà un éminent historien, qui avait déjà publié plusieurs ouvrages, dont un travail essentiel sur Hubert Pirlo, qui est un document extrêmement précis, travaillant sur les archives de cet homme politique qui a été aussi important dans cette période qui précède la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Pierre était déjà bien connu et on s'est rencontrés un jour. Je lui ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir, il faut commencer par le plaisir, de te lancer dans cette monumentale aventure qui est de travailler sur les archives qui sont au Mondaneum, 350 et quelques caisses, avec chacune des centaines, sinon des milliers de documents, et de nous produire une biographie d'Henri Lafontaine. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons le plaisir de vous présenter. Donc Pierre est historien, docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. Il enseigne aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles et également à la Cambre. Et il a écrit, comme je l'ai dit, plusieurs ouvrages. Celui-ci n'est pas son premier essai. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de prendre une fois de plus ton temps pour présenter ce travail. Mais qu'est-ce qui fait finalement qu'à ce moment-là, il y a 4 ans, quand on s'est rencontrés, tu as accepté de travailler sur les archives d'Henri Lafontaine. Et qu'est-ce que tu savais à ce moment-là d'Henri Lafontaine? Eh bien, pas grand-chose.
Et je crois que ce qui m'a déterminé, c'est une sorte d'inconscience qui traverse toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai rapidement vu ce fonds d'archives et je me dis, c'est pas mal, il y en a pas mal, tu m'avais prévenu. Il y en avait effectivement un nombre de caisses incalculable. Non, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait énormément de thématiques que je trouve très intéressantes, qui traversent la vie de ce personnage, et le fait qu'il avait une logique obsessionnelle de tout conserver. Ce qui permettait d'être à la fois extraordinairement proche dans sa vie privée, mais de la mettre en lien avec toutes ses actions publiques. Et donc finalement, ça a conduit à ça dans le sens où je me suis dit, il est indispensable de contextualiser chacun des engagements et donc de proposer une biographie qui certes raconte la vie de quelqu'un, mais vraiment à chaque fois inscrit dans les problématiques principales qui sont le pacifisme, le féminisme, le socialisme, avec une idée toujours dans son esprit, une idée d'harmonie, d'atteindre une forme d'harmonie universelle, et donc par le biais de la constitution d'un gouvernement mondial. Toutes ces choses, en fait, je les ai, à vrai dire, beaucoup découvertes en même temps que je travaillais sur les archives. Chaque fois, j'allais voir, évidemment, toute la bibliographie. Je suis le seul à m'être partiellement réjoui du Covid, puisque ça m'a permis d'avoir une année de recherche en plus, puisque tout était un peu fermé. Donc, grâce à cela, j'ai eu plus de temps, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que c'était tellement riche que même en essayant d'être... Enfin, ça n'a pas l'air quand on voit le livre comme ça, mais je vous assure pourtant qu'il y a de l'esprit de synthèse là-dedans, malgré le nombre de pages. C'est parce que ce personnage, jusqu'à sa mort, à 89 ans, en 1943, a été très actif et dans un très grand nombre de domaines. Et la question qui revient tout le temps, parce que c'était mon cas aussi, c'était de dire, mais il n'est pas connu, ce type. On y reviendra certainement tout à l'heure. C'est vrai, mais c'est très révélateur d'une chose qui est très importante et que vous devez savoir, c'est que en histoire, on exhume souvent des personnalités, on se dit oui, mais il n'est plus connu aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire du tout que ces personnes n'ont pas été importantes ou marquantes au moment donné où elles ont vécu. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand en plus, et c'était son cas, ce n'était pas un orateur extraordinaire, il y a aussi vraisemblablement des mises en avant qui n'ont pas toujours existé dans son parcours. Et puis il y a la période de son décès qui est évidemment quand il est mort, aussi très fort. Il valait mieux être discret puisque... Mais avant d'aller à la mort, si on commençait par la naissance, oui. si tu nous dressais rapidement le portrait de ce monsieur Henri Lafontaine, né en 1854. C'est une question. C'est une question. Un petit portrait. Portrait rapide. Non, mais donc il naît, on peut dire, c'est une famille de notables, mais surtout du côté de la mère, c'est quand même une branche Philips, c'est-à-dire cette famille qui a conçu, inventé des éléments d'électroménager, etc., donc néerlandaise. Et qui nous a tous éclairés un jour ou l'autre. Hein, exactement. vous vous souvenez. Ça, et donc ça signifie que par sa mère, il y a une appartenance juive, même si de son point de vue, le sionisme n'a pas de sens, j'y reviendrai. Et donc c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, a un regard de découverte de la vie et des connaissances, mais très tourné sur lui-même. C'est-à-dire qu'il veut apprendre chaque jour, mais jusqu'à ses 35 ans, le désir d'harmonie, il l'a surtout pour lui-même. C'est par exemple aussi un grand musicien, pour lui c'est l'harmonie suprême, c'est la musique effectivement. Il est d'abord dans un milieu libéral. Et les grands espaces. Et effectivement, à la fois les sommets spirituels qui peuvent être apportés donc, par la musique, mais aussi très concrètement les sommets montagneux, puisque c'est un des fondateurs du club alpin, ce qui est révélateur quand même d'une sociabilité plutôt privilégiée. Donc ça c'est le premier regard. Et puis il y a cette prise de conscience progressive de la nécessité d'amener l'harmonie pour toutes et tous, j'insiste, puisque ce sont les hommes et les femmes.
mais donc d'un point de vue de notable. Alors tu l'expliques très bien dans ton livre. Henri Lafontaine est un personnage éminemment social. Il tisse beaucoup de liens avec énormément de personnes. Il y a quelques rencontres qui sont clés dans son parcours, notamment dans les années 1880, avec Edmond Picard, avec Émile van der Velde, avec Auguste Couvreur. Couvreur aussi, oui, tout à fait. Oui. Des personnages qui ont essentiel son parcours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien avec le décès de son père en 1882 ? Est-ce que c'est une conséquence ou c'est juste un hasard qui a fait qu'il a rencontré ces personnages à ce moment-là ? C'est quelque chose d'assez étonnant, effectivement, de voir le décès précoce de son père, et je dirais, il était déjà présent, mais la mise en avant vraiment de quelqu'un qui devient son mentor, et qui est un libéral, qui est Auguste Couvreur. Et ça révèle aussi, La Fontaine est comme pas mal de ces notables de la fin du dernier tiers du XIXe siècle, ils viennent du libéralisme. Ils vont vers le libéralisme progressiste, ce qui avait déjà largement déplu à son mentor, Couvreur, et puis ils estiment que ce n'est pas suffisant et ils décident de se convertir, c'est le terme d'époque, de se convertir au socialisme. Le chemin, en fait, doit se comprendre parce que ils ont pensé la démocratie libérale à laquelle ils souscrivent, mais ils estiment qu'il n'y a pas de démocratie sociale. Et s'il n'y a pas de démocratie sociale, c'est insuffisant. Et La Fontaine l'écrit très bien, il estime que dans le parti, et d'ailleurs, il se quitte presque fâché avec Couvreur, puisque Couvreur décède en 1894, et il sait déjà que celui qui l'a parrainé en maçonnerie, celui qui l'a conduit vers les associations pour l'éducation des jeunes filles, donc il est partout présent, Couvreur, et celui qui l'a initié au pacifisme, en fait, est en train de se gauchiser parce qu'il a estimé que le libéralisme a fait son temps. Et donc il entre dans un socialisme qui est très théorique parce qu'il était convaincu de l'intérêt du socialisme aussi en découvrant la sociologie. Donc c'est vraiment une approche scientifique. Il va découvrir les gens du peuple après, presque une dizaine d'années après, j'exagère, 6-7 ans après avoir rencontré le socialisme théorique, il va rencontrer les vrais gens du peuple, ici dans le Hainaut, lorsqu'il fera les campagnes législatives. Et là, alors il verra ses compagnons, ses camarades, compagnons plutôt, qui l'appelleront parfois monsieur, ou qui seront impressionnés parce qu'il a évidemment une mise de bourgeois, même quand il va se promener, il va en train, il va à vélo, il va à pied. En charrette. Oui, forcément, comme je te dis souvent, c'est plus facile d'aller en train en province au 19e qu'aujourd'hui. Et donc, oui, parce que moi, je n'ai pas de voiture, donc je prends le train aussi, et je dois rentrer plus tôt que lui ne devait rentrer lorsqu'il allait faire des conférences. Et donc, ce cheminement, c'est la découverte des gens du peuple après, finalement, l'engagement. Il connaissait des gens du peuple, oui, bien sûr, quand les domestiques qu'il y avait à sa maison. Mais autrement, il fréquentait les gens d'un milieu autour de l'ULB notamment, auquel il est resté fidèle, et qui est un milieu qui, à l'époque, se déchire véritablement, justement, entre des libéraux doctrinaires, c'est-à-dire qui estiment que la liberté, c'est un fait, c'est ainsi, il n'y a pas besoin de protection sociale, je les schématise un petit peu là, et puis ceux que l'on va appeler fondateurs de l'université nouvelle, qui naît d'une rupture, d'une déchirure avec les éléments fondateurs de l'ULB, et qui sont des gens parmi lesquels on trouve des socialistes, des libéraux progressistes, quelques anarchistes, et La Fontaine se sent bien dans ce milieu, et estime que ces gens ont fait le bon choix, que le libéralisme ne peut plus répondre à la demande du peuple. Oui, mais il y a quand même des éléments déclencheurs qui provoquent ce déplacement de La Fontaine des libéraux progressistes vers le socialisme. Il y a évidemment, Jacques le soulignait, sa rencontre avec Van der Velde, puisque tous les deux marchent sur les pentes abruptes des Alpes. L'alpinisme. Ça, c'est déjà une première, et visiblement, Van der Velde et lui s'entretiennent, et donc ça va provoquer de l'influence. Et puis il y a aussi la question du suffrage universel. Oui. Suffrage universel auquel
La Fontaine tient beaucoup. Et là, il y a la rupture entre le compromis après le serment de Saint-Gilles, où effectivement les libéraux vont opter pour un suffrage non pas universel, mais un suffrage tempéré qui fait Par le vote plural. par le vote Et plural masculin, et que et masculin. masculin. Ouais. Et là, c'est une rupture entre les deux courants Oui. par rapport à ceux qui veulent l'universalisme réel. Alors c'est vrai qu'il y a la rencontre avec Van der Velde qui est son cadet quand même, puisque La Fontaine est né en 54 et Van der Velde en 66, je crois, 1800. Et donc c'est quelqu'un d'à peine 18 ans avec lequel il va se promener dans les montagnes. Il y a le papa qui est là aussi, le père Van der Velde. Et donc effectivement, Van der Velde lui parle de socialisme, mais La Fontaine a aussi découvert ça par les prémices de l'Institut de sociologie, par un milieu où on peut trouver des gens toujours plus jeunes que lui d'ailleurs, mais qui le convainquent qu'il y a vraiment à réfléchir dans les sciences humaines pour scientiser en quelque sorte la perception, la compréhension de l'humain. Et donc il y a vraiment, et c'est frappant chez lui toujours, un allant, une conviction, mais elle doit toujours être nourrie d'une grande connaissance, d'une grande réflexion préalable. Alors il entre au POB. Oui. Très rapidement, il est élu et il devient sénateur. Coopté, donc c'est... Coopté, oui, pas coopté, mais il va occuper quasiment pendant 40 ans un siège de Oui. sénateur. Il va être vice-président du Sénat. Oui. Il sera plusieurs fois président de la commission Affaires étrangères du Sénat. Mais quel genre d'homme politique c'était ? C'est un homme politique qui accorde une importance considérable au pouvoir législatif, mais qui en revanche tient en défiance le pouvoir exécutif. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais souhaité l'être. Il a toujours reproché à Van der Velde d'avoir ses ambitions nationales, parce que derrière l'engagement dans le pouvoir exécutif, lui qui est un internationaliste estime que l'exécutif tel qu'il est construit ne peut se penser qu'à l'échelle des nations. Et donc pour lui, c'est trop petit. Il estime qu'on peut œuvrer plus utilement à la constitution d'un Parlement international en étant effectivement membre d'un Parlement national, mais en adhérant, ce qu'il fait, à l'Union interparlementaire, qui est une société de parlementaires des différentes nations et qui discute de problématiques pour tenter de fédérer des questions. Et ceci se passe avant 1914. Donc dans son esprit, il faut passer au-delà des nations très très tôt. Et cette union interparlementaire, elle survit à la Première Guerre mondiale, mais elle est beaucoup moins dynamique et puissante qu'avant la Première Guerre mondiale. Parce que la question nationaliste revient très tôt, entre les Français et les Allemands, après la Première Guerre mondiale évidemment, mais aussi par le fait qu'il y a une défiance, en quelque sorte, envers l'idéal pacifiste d'avant 14, l'idéal internationaliste d'avant 14. On dit à ces hommes-là, dont La Fontaine relève, « Mais bon, toutes vos idées n'ont pas empêché la guerre. » Et donc lui, il est évidemment très déçu par ça. Il rebondit avec la Société des Nations, on en parlera plus tard j'imagine, mais pour lui, l'engagement politique, c'est utiliser les structures nationales pour construire quelque chose d'international et dépasser les nations. Il aime tellement peu les nations qu'à la fin de sa vie, il ne parle même plus d'internationalisme, mais de mondialisme. Alors si on parlait maintenant finalement de ce qui nous paraît à tous l'œuvre d'Henri La Fontaine, c'est-à-dire son pacifisme. On vient de voir comment il glisse en politique, il devient sénateur, comment il va utiliser sa place de sénateur pour participer à l'Union internationale des parlementaires, et comment il entre dans le pacifisme. Tu as dit tout à l'heure que c'est Couvreur qui l'y amenait, mais voilà, que Couvreur lui en parle est une chose, mais comment on devient un grand militant du pacifisme et qu'on devient surtout, pendant aussi plusieurs décennies, président du Bureau international de la paix. Ben, disons qu'il y a un croisement d'astres qui est assez positif, c'est que alors qu'un des grands congrès pacifistes internationaux doit se tenir en Belgique en 1894, ben, Couvreur décède, et très concrètement, La Fontaine, qui était son secrétaire,
devient la personne principale, avec sa sœur, d'ailleurs qui est très engagée aussi, Léonie Lafontaine, dans cette organisation du Congrès. Et puis, il y a tout un croisement de réseaux. Tu parlais de réseau tout à l'heure. Il est évident que dans le pacifisme international, la franc-maçonnerie a un rôle important, parce que c'est finalement une des ambitions de la maçonnerie aussi d'amener cette paix universelle, et on trouve dans les bureaux, notamment dans le Bureau international de la paix, parmi les principaux responsables, qu'ils soient suisses, français, anglais ou belges, avec La Fontaine, on trouve des francs-maçons. Donc il y a deux idées ici qui se rencontrent, et il est capable de réseauter très fort et très vite, et ce d'autant plus que, et ce n'est pas courant à l'époque, il parle pas trop mal anglais à l'époque, il le parlera mieux après, mais pas trop mal, il parle parfaitement allemand, je débrouille un peu en néerlandais, mais donc il est au moins trilingue. Donc dans les relations publiques et les rencontres avec les gens, même si à l'époque, chez ces gens instruits, il parle pour beaucoup français, c'est toujours bien, évidemment. C'est quelqu'un qui est utile, et qui est aussi utile, ne l'oubliez pas, parce qu'il est belge. C'est un avantage. Les Belges, c'est quoi avant 14 ? C'est pas grand-chose. Si, c'est une nation importante en termes économiques, mais nous sommes tenus à une neutralité qui est garantie par les puissances, et donc ça veut dire que c'est pratique un président belge. Un président belge d'une association installée en Suisse, c'est parfait, parce qu'il n'y a pas de français, pas d'allemand. Ben oui, c'est ceux qui se détestent tout le temps. Ils se tapent dessus tous les 30 ans. Hein, bon. Ni d'anglais. Comment ? Ni d'anglais. Et pas d'anglais, sûrement pas d'anglais. Sûrement pas d'anglais parce qu'il y a aussi une prévention vis-à-vis de cette énorme puissance coloniale. Donc ça tombe bien, on a un Belge et c'est en Suisse. Voilà. Et quel genre de pacifisme La Fontaine est-il ? Parce qu'il y a différents courants pacifistes. Il y a des courants plus proches du christianisme, il y a des courants divers. Et lui, c'est quoi Et quand je venais travailler ici, je disais souvent à Jacques, c'est incroyable, ces pacifistes passent tout le temps à s'engueuler. Et c'est vraiment la guerre entre les différents mouvements pacifistes. Ou après 18. Exactement. Parce que La Fontaine est un juripaciste ou un juripacifiste, c'est-à-dire que pour lui, la paix n'a pas de sens si elle ne s'inscrit pas dans des relations internationales d'État où règne le droit. Et donc c'est un droit international qui conduit à la paix internationale. Ceci est théorique. Et donc jusqu'en 14, comme tu dis, il s'engueule, mais ça va encore. Mais quand, pendant la guerre, le Belge La Fontaine est scandalisé par nos frontières qui sont violées, comme on disait, par l'armée allemande, lui, le juripaciste, dit il n'y a pas de paix envisageable avec des régimes autocratiques. Donc, lui, le pacifiste, dit-il, mandaté par le Bureau international de la paix, va aux États-Unis pour tenter de convaincre les milieux socialistes, pacifistes, les philanthropes, la franc-maçonnerie, d'entrer en guerre. Parce qu'il estime que par cette guerre, qui serait la der des der, il y aurait la possibilité d'instaurer un gouvernement mondial. Il écrit un livre là-dessus, la Maxima Charta, et il se fait que cette idée est théoriquement partagée par le président en exercice, qui est Wilson. Et donc il dit, il faut y aller, enfin pas lui, mais en tout cas il faut continuer dans la guerre, et on peut dire sans excès qu'il joue ce rôle au niveau du pacifisme international, comme de son côté, son ami La Fontaine, son ami Van der Velde, joue un rôle avec les socialistes. Chacun de leur côté vont essayer de casser toutes les initiatives des pacifistes dits intégraux, c'est-à-dire de ceux qui auraient voulu amener la paix pendant la guerre, quelles que soient les conditions. Ça, pour La Fontaine et autant pour Van der Velde au niveau du socialisme international, c'est inacceptable, c'est impossible. Pour que cette paix existe, il est indispensable de leur point de vue que les deux partenaires puissent discuter en ayant les mêmes droits. Et donc il dit, on va y arriver, et effectivement, il y a ce projet de Société des Nations qui se met en place, il est rapidement déçu, mais il y prend part concrètement, puisque il est délégué technique de la délégation belge jusqu'en 1922. Il sera mis un petit peu dehors parce qu'on estimera que ses prises de position publiques sont trop radicalement pacifistes, justement, et trop, surtout, radicalement internationalistes. Mais en tout cas, de la
conférence de Paris qui conduit au traité de Versailles jusqu'à 1922, il est très engagé dans ce projet qui tente de matérialiser un gouvernement mondial. Il va très loin à l'époque. Il estime par exemple que, toujours en jury passiste, il faut créer cette structure, mais il dit ne rêvez pas, il faut également construire une force internationale d'intervention. En gros, ce qui va exister avec les casques bleus à l'ONU, mais lui estime dès la Société des Nations qu'il est nécessaire de créer une force d'interposition si des membres de la SDN refusent d'obéir aux décisions de l'Assemblée. Mais bon, il est très vite déçu. C'est pas... Ceci dit, le type d'armée auquel il songe, c'est une armée permanente. Oui. Avec toutes les autres supprimées. Oui. C'est une armée unique qui intervient quand il y a des tensions. Ce ne c'est pas comme le système des casques bleus que tu évoquais, où chacun fournit des bataillons, des contingents, effectivement, et à la disparition de toutes les autres armées. Mais en revanche, il ne souhaite pas la disparition des armées tant que cette structure n'existe pas. Alors, pour terminer sur le pacifisme, et puis on va parler d'autres sujets, mais quel est pour toi l'apport majeur de La Fontaine dans les idées pacifistes ? Quel est son apport par rapport aux autres courants qui existent ? Et en fait, une question qu'on peut aussi se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les éléments qu'il apporte à cette époque-là sont encore peu ou prou utilisables aujourd'hui quand il y a des conflits ? Disons que la logique juripaciste est certainement la moins utopique des versions du pacifisme, parce que il est évident que théoriquement, je pense, chacune peut souscrire à l'idée qu'il ne faut jamais de guerre. Après, évidemment, la logique de La Fontaine est de dire oui, mais en même temps, si quelqu'un est agressé, il a le droit de réagir, il a le droit de se défendre. C'est ce qu'il dit très clairement par rapport à la Belgique, en disant, lui, publiquement, dit qu'il rejoint le camp des Alliés. Mais ça, c'est une position qui, très clairement, pendant la guerre, le rend minoritaire au sein du Bureau international de la paix lui-même. Il y a vraiment un axe francophone, j'allais presque dire latin, avec, c'est marrant comme nom, Henri Gollet, qui est secrétaire, donc c'est quoi son titre exact, je ne sais plus, secrétaire général, et qui lui aussi considère qu'il faut intervenir. Mais bien entendu que les pacifistes allemands, qui ont plutôt intérêt à être très discrets, les pacifistes anglais de type Quaker, etc., le pacifisme états-unien dans son ensemble, sont plutôt à penser qu'il faut la paix, quoi qu'il en coûte, si on peut dire. On peut dire de ce point de vue-là que c'est un point de rupture en fait, dans le mouvement pacifiste. Oui. Après, on a un peu l'impression que pendant la période de l'entre-deux-guerres, progressivement, le Bureau international de la paix perd de plus en plus d'influence, de plus en plus de terrain. Pour deux raisons, si tu veux, c'est que d'une part, donc il y a le fait que les nouvelles générations disent à ces briscards du pacifisme, ça n'a pas marché votre truc, déjà ça, au niveau extérieur, et au niveau intérieur, c'est effectivement très très rapidement, notamment les pacifistes des empires centraux, enfin des anciens empires centraux, autrichiens, allemands, etc., qui sont très 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 mal pris. C'est-à-dire que quelqu'un comme Quide, qui est un très important pacifiste allemand, dira toujours à La Fontaine, qui a lu Mein Kampf, Quide lui dira « mais Hitler veut pas la guerre, il faut pas craindre Adolf Hitler ». C'était pas très bien observé. Mais c'est aussi parce que ces pacifistes allemands sont très minoritaires dans une société qui considère que Versailles les a humiliés. Donc pas la ville, le traité. Et que donc, ils ne peuvent pas être dans une logique pacifiste. Pareillement, l'opinion française et belge reste très revancharde après 14-18, au moins jusqu'en 1925. La Fontaine aussi, quand il est à la conférence de Paris, va prendre des positions et va quitter la conférence à un moment donné furieux, parce qu'il pense dès ce moment-là que cet esprit qui concerne à mettre l'Allemagne à genoux et de se venger est une
une étape qui va conduire inévitablement à d'autres conflits. Et donc il sort des textes en disant bon, le jeu des nations, le jeu des diplomates est reparti et on ne va pas arriver à la paix comme ça. Il a des textes très très durs à ce moment-là. Il s'étonne effectivement que certains des articles qu'il envoie, notamment à l'Indépendance, n'ont pas été publiés. Quand on les lit, effectivement, ça aurait été très difficile quand il se pose la question pourquoi est-ce que l'opinion publique, en voyant ses dirigeants politiques, c'est pas l'expression, mais c'est vraiment l'idée, ne les lynche pas. Il est surtout très opposé au retour de la diplomatie secrète, qui est d'ailleurs un terme qui avait été lui-même critiqué par Wilson, qui estimait qu'il fallait faire des négociations ouvertes avec, en quelque sorte, qui auraient été connues de l'opinion publique. Mais évidemment qu'il se rend compte, une fois qu'il est à Paris et lorsqu'il suit l'évolution des discussions, que finalement, 3 acteurs s'imposent clairement, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, qui finalement ne gagnent pas cette société internationale, et la Belgique, par la voix de Immense, a un strapontin de considération, et finalement elle a une promesse d'argent, en tout cas, qui est pas mal, mais pour La Fontaine, c'est tout à fait insuffisant. Lui estime, là on est vraiment dans le domaine évidemment de l'utopie qui ne prend pas en compte les enjeux politiques, que puisqu'il y a eu cette catastrophe mortifère mondiale, tout de suite on doit démarrer pour construire un gouvernement mondial. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, ça c'est entendu. On reviendra certainement avec vos questions sur le pacifisme, mais il y a encore 2 grands sujets qui me paraissent devoir être abordés pour mieux comprendre cette personnalité riche et complexe. C'est d'une part son engagement féministe, et d'autre part le lien avec cet espace merveilleux qui est le lien avec la documentation et le rôle que celle-ci doit jouer dans les grands débats internationaux, et notamment par rapport à la paix. Mais d'abord, son féminisme. C'est quoi le féminisme d'Henri Lafontaine? Comment y arrive-t-il? Et qu'a-t-il fait concrètement? Il a la fréquentation quotidienne de 2 femmes qui expriment une liberté de pensée et d'action, c'est sa mère et sa sœur. Léonie Lafontaine est une féministe, est une pacifiste également. Lui-même, finalement, au contact de ces 2 personnalités très fortes, avec lesquelles il vit vraiment jusqu'au décès de sa mère dans la même maison, il vivra avec sa sœur jusqu'au moment où il va se marier assez tardivement, vers 50 ans. Et comme disait sa sœur, je trouve ça touchant comme expression, nous vivions comme 2 vieux garçons. Bon. Il y a ça, c'est l'élément, je dirais, personnel. Après, il y a la logique réflexive. C'est-à-dire qu'il est un des fondateurs de la Ligue belge du droit des femmes, qui est la première association féministe née en Belgique en 1892. Et il est un homme, il y a beaucoup de femmes qui créent cette association. Et première d'entre elles, Marie Popelin. Marie Popelin, c'est quand même quelqu'un qui a pu faire des études de droit à l'ULB, mais qui ne pourra pas jamais devenir avocate alors qu'elle le souhaitait. Pour quelle raison? Vous pouvez lire le texte, il est en ligne. Le procureur général Van Score a une espèce de... c'est un texte qui est, avec le recul, assez amusant, mais qui en vérité ne l'est guère. Qu'est-ce qu'il dit Van Score? Il dit ce que son époque dit. Il dit que c'est pas possible qu'une femme soit aux assises. D'abord, elle doit s'occuper de ses enfants. Puis, elle est trop fragile, elle risque de faire des crises d'hystérie. Elle n'est pas en mesure intellectuelle de comprendre ces phénomènes. Et La Fontaine a écrit une brochure, comme Louis Franck d'ailleurs, a écrit une brochure sur la femme avocat. Lui considère concrètement que c'est erroné, que tout homme, toute femme, tout humain, dès lors qu'il a la capacité de s'instruire, est en capacité de s'émanciper et que donc a accès à tous les métiers. La Ligue belge du droit des femmes, c'est une considération, si vous voulez, de liberté pour des femmes, pour des milieux de classe moyenne, si vous voulez, ou des professions libérales. Son engagement est aussi pour les jeunes filles du peuple, c'est plus genré, comme on dirait aujourd'hui, puisque ce sont des écoles professionnelles pour jeunes filles. C'est à nouveau Couvreur qui l'introduit dans ce milieu qui est plutôt une idée libérale. La Fontaine sera président du conseil d'administration de l'Institut Bischofsheim, donc qui existe encore à Bruxelles aujourd'hui. C'est l'idée, en fait, que ces jeunes filles doivent avoir un métier, parce qu'elles travaillent, mais il faut qu'elles travaillent dans des bonnes conditions et qu'elles aient des rémunérations décentes. Et puis enfin, son féminisme s'exprime même en loge, puisque sans exiger la mixité partout en maçonnerie,
il est le premier en Belgique à amener l'ordre du droit humain qui est mixte, qui a 2 défauts pour beaucoup de francs-maçons. Il est mixte et universaliste dans ses conceptions, donc c'est très révolutionnaire, mais comme il est vénérable chef, si vous voulez, d'une loge au moment où des sœurs françaises arrivent en Belgique, avec une petite majorité de son atelier, il décide de les accueillir, et en cela, évidemment, il provoque très tôt, donc avant la Première Guerre mondiale, il provoque très tôt dans la maçonnerie continentale, donc en Europe, une véritable discussion. Donc, si vous voulez, sa logique intellectuelle lui fait dire, si la maçonnerie consiste à cette harmonie universelle et ce progrès, pour l'humanité, il dit, je suis désolé, l'humanité, c'est les hommes et les femmes. C'est logique. Et pourtant, dans certains de ses textes, son féminisme sonnerait un petit peu bizarrement aujourd'hui, parce que des textes où il explique quand même que l'homme est là pour protéger la femme, et alors, il a une relation très épanouie avec son épouse, mais il essaie quand même de lui faire adopter ses loisirs, etc. Alors ça, c'est une grande question, parce qu'il y a très longtemps, j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui était très brillant en histoire littéraire, qui s'appelait Trousson. Et je lui avais dit que je trouvais que c'était important de parler aussi de ce que les gens disaient dans leur correspondance privée, comment ils vivaient au-delà de leurs idées dans la sphère publique. Et il m'avait dit cette phrase, je l'ai trouvée magnifique, mais je ne fais pas les poubelles. Et moi, je lui avais dit, moi, je suis éboueur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les poubelles, c'est fondamental, parce que, d'abord, c'est fondamental, les gens qui ramassent les poubelles, mais je veux dire que c'est très important parce que il y a effectivement quelque chose qui, pour lui, n'est pas du tout une contradiction. C'est qu'à la fois, il y a tout ce que je viens de dire, mais en même temps, dans un couple, effectivement, c'est sa femme qui fait les valises, c'est sa femme qui s'occupe de certaines affaires qui ne relèvent pas de la sphère de l'homme qu'il est. Et il y a cette logique aussi complémentaire. Il y a une perception encore libérale, parce que chez les catholiques à l'époque c'est pire, il y a une perception libérale, bourgeoise, du rôle de la femme, mais qui ne contredit pas les progrès dont il parle. Mais j'ai voulu effectivement citer ça dans le livre pour montrer que on ne peut pas pour autant interpréter ses engagements, mesurer ses engagements à l'aune des idées d'aujourd'hui, évidemment. Pareil pour son universalisme, pareil pour l'idée de progrès qui est questionnée aujourd'hui, évidemment, puisqu'il veut sincèrement le bonheur de tous les humains du monde, mais il est indéniable que le modèle qu'il préfère est un modèle occidental et blanc. Ça c'est... Oui, il n'y en a pas d'autres qui sont envisageables, si vous voulez, à l'époque pour lui. Mais moi, je ne suis pas moraliste. Je regarde les contextes, je vois ce que pense cette personne à un moment donné, et par rapport à aux pensées générales de l'époque, c'est singulier, c'est intéressant, si vous voulez. Bon, après, on peut dire on fait table rase du passé, d'autres l'ont dit, mais je pense que c'est trop se faciliter la vie. Je trouve que c'est intéressant de garder ces complexités. Alors, on est ici au Mondaneum, on l'a dit depuis le début. Une des réalisations de La Fontaine avec son complice Paul Otlet, complice, mais ce qui n'évitait pas à certains moments quelques tensions entre eux, et ils avaient quand même des points de vue sur certains dossiers et sur la stratégie à suivre fort différents. Mais voilà, on est au Mondaneum, et quelle est l'articulation que La Fontaine fait entre ce Mondaneum, cette classification universelle, cette documentation accumulée, et ces combats, universalisme, pacifisme, féminisme, etc. Comment tout ça s'emboîte-t-il ? C'est l'idée que pour amener l'émancipation des humains, il faut évidemment avoir accès à la connaissance. Mais une connaissance structurée. Donc, c'est Otlet qui est essentiellement le maître penseur en fait, de ce projet auquel La Fontaine participe, y compris financièrement. Mais l'idée est, tous les deux se disent, nous devons... Donc ils utilisent une classification qui avait été mise au point par un Américain, mais ils la perfectionnent en créant, ce n'est vraiment pas excessif de dire que c'est vraiment une logique de moteur de recherche, c'est-à-dire vraiment de créer
de permettre même, par ce système de classification universelle de l'ensemble des connaissances sur la base de fiches, de créer véritablement même la possibilité d'ouvrir à des nouveaux domaines de recherche tout en étant sur cette classification décimale qui est encore utilisée aujourd'hui par des bibliothèques. Ce n'est pas le seul type de classification, mais ça rejoint l'idée que pour que les gens soient libres, pour que les gens puissent s'émanciper, et que donc, une fois instruits, ils iront vers un gouvernement mondial, pour que ce soit possible, il faut évidemment qu'ils puissent s'instruire. Donc, toute sa vie, La Fontaine ira faire des conférences dans les universités populaires, participera à la section d'art du Parti ouvrier belge. Il aura l'idée, mais à la manière du 19e, c'est-à-dire de faire ce que je fais maintenant, de parler, que les autres écoutent. C'est pour ça qu'après, il y aura des questions. Parce que la nouvelle pédagogie, c'est l'interaction. À l'époque, non, il est un sachant. C'est quelqu'un qui va dire des choses aux gens, mais ceci dit, il y consacre énormément d'énergie parce qu'il estime que c'est essentiel. Et n'oubliez pas qu'en Belgique, l'instruction n'est pas obligatoire avant 1914, et donc ce n'est d'application pas avant l'après-première guerre mondiale, ce qui signifie que dans plein de milieux que lui fréquente, le niveau de... Même si des gens peuvent déchiffrer, la plupart des gens n'ont pas accès à un savoir complexe, et beaucoup ne savent pas encore lire. Donc, quelle émancipation peut-il y avoir si les gens n'ont pas accès à la connaissance? Et leur idée avec Hotelet, qui là est vraiment aussi nouveau pionnier, c'est également d'archiver les sources iconographiques, de créer une logique de microfilm aussi, donc c'est-à-dire vraiment d'archiver ce savoir du monde, et en allant plus loin, et c'est là où ils finiront par se perdre, c'est de créer un palais mondial qui en plus créerait des salles nationales, mais aussi par idée, par thématique, merci, et ouvertes au public pour que les gens puissent aller à la rencontre du savoir du monde, un peu, oui, comme si on mettait un Google en 3D avec la possibilité d'aller trouver ces éléments. Après, évidemment, concrètement, ce répertoire, c'est, je ne sais plus, ça monte à 16 millions, je ne sais pas combien de fiches, c'est tout à fait impressionnant. On attend toujours des volontaires pour les compter. Écoute, à l'époque, effectivement, ils ont compté ça, alors on les croit sur parole. Là, j'avoue que même si j'ai eu 3 ans de recherche, je vous avoue, je n'ai pas été compté tout ça. Mais c'est une bonne idée, tiens, sur vos contrats de recherche. On cherche des volontaires, en tout cas. Il est aussi, avec Hotelet, l'un des premiers à défendre l'idée de ce qui va devenir, après la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO, oui. un institut de coopération intellectuelle. C'est novateur. Ils se font avoir, parce qu'évidemment, Hotelet et La Fontaine aussi très fortement auraient voulu que Bruxelles soit le centre mondial des intelligences. Ils avaient déjà commencé ça en y accueillant l'Union des associations, enfin l'Union internationale des associations, c'est-à-dire de regrouper le savoir, et dans l'idée d'Hotelet, c'était même de construire une cité véritablement qui aurait accueilli les scientifiques, et ils estimaient tous les deux que la Belgique était à nouveau un pays idéal, central, pour accueillir tout ça. Ils ont essayé de faire une université internationale, mais bon, leur structure était vraiment brinque-ballante dans le sens où elle tenait pour l'essentiel sur leur énergie et bien sûr celle de leurs collaborateurs, et que surtout la construction du projet avait reconnu un financement d'État minime, mais pour tout ce qui était la partie répertoire et bibliographie, en revanche pour tout le reste, c'est un petit peu un monstre que Hotelet et lui ont créé et qui est devenu infinançable. Mais en revanche, ça, on en parlait tout à l'heure, dès le début, l'essentiel des scientifiques, notamment du domaine de la bibliographie, ont toujours considéré que ce répertoire bibliographique était une très bonne idée. C'est pour le reste qu'il y a eu des critiques nettement plus grandes. C'est une utopie. Oui, oui, c'est clairement quelqu'un qui n'est pas que pragmatique, ça c'est certain, mais quand même, plusieurs de ces utopies sont partiellement réalisé. Après, oui, il y a évidemment, par exemple, sa négation
du pouvoir exécutif dans sa dimension nationale, concrètement, c'est pas facile, ça, de dire que ça n'existe plus. Ça peut être une volonté, mais c'est pas une réalité. Alors, maintenant, tu l'évoquais tout à l'heure, on sait qu'il est décédé en 1943. On est en pleine guerre. Il est dans une situation quand même difficile. Oui, Il a perdu l'essentiel de ses moyens. Son épouse est décédée avant lui. quelques années plus tôt. Il est seul Oui. dans cette maison. Dans les années 30, tu l'as dit aussi, le pacifisme est très déchiré, et très inefficace aussi. Il a perçu très vite le danger que représentait la montée des fascismes et en particulier le nazisme en Allemagne. Donc on a La Fontaine assez désespéré. Jacques a organisé et publié un petit Oui. ouvrage il y a quelques Fameux échange. mois Oui. sur la correspondance, qui reprend une partie de la correspondance de La Fontaine et d'Henri Gollet, et où on lit là les mots les plus crus sur ce désespoir qui commence à l'habiter. Voilà la situation. Et puis, bon, il disparaît. Il disparaît des radars. On n'entend plus guère parler de lui. Tu l'as évoqué un peu tantôt. Pourquoi ? Et puis maintenant, on a quand même, depuis quelques années, un certain intérêt. Il y a un momentum aujourd'hui. Momentum fait notamment grâce à ton ouvrage, mais pas seulement. Il y a des écoles, comme ici à Mons, qui prennent le nom d'Henri Lafontaine. Il y a des maisons de la laïcité, des parcs, enfin des différents lieux. En Belgique et à l'étranger, on en trouve au Pérou, on en trouve en Afrique. Finalement, pourquoi ce regain d'intérêt? Est-ce que finalement, l'action d'Henri Lafontaine, tant d'années après, 80 ans après son décès, retrouvait une certaine pertinence? Et en quoi il y a ce retour à une certaine forme de pertinence? Alors, déjà, il se fait discret aussi pendant la guerre, parce que n'oublions pas, même s'il n'en a jamais fait état, il est juif par sa mère, il est socialiste et franc-maçon. Sous les nazis, c'est pas vraiment... on n'est pas tranquille. Cette triple définition, il faut plutôt être discret. Donc, bon, ça c'est déjà une chose. 2, il y a plusieurs raisons. Je crois qu'il y a effectivement une œuvre qui est importante. Il y a de l'utopie, mais il y a aussi des réalisations concrètes. Il y a aussi très pragmatiquement, je crois, que c'est un personnage du passé qu'à notre époque très critique et moralisante, on peut sortir parce que il n'a pas de casserole. Donc, pardon, c'est très pragmatique, mais c'est pas toujours facile de parler. Par exemple, voilà, il débute chez Edmond Picard. Edmond Picard est un personnage essentiel du barreau, du monde culturel, du socialisme. Enfin, il a écrit vraiment une pièce et des écrits assez crapuleux, bourrés d'antisémitisme. Donc, c'est plus difficile d'aller faire beaucoup de publicité autour d'Edmond Picard. Donc, il est clair qu'un parti politique, des associations culturelles peuvent, en contextualisant, se référer à ces différents combats, parce que je dirais que, pour notre regard contemporain, il reste... on peut s'en inspirer, et je pense que c'est quelque chose comme ça. Et enfin, il y a l'idée quand même que le chemin d'un gouvernement mondial, quelle que soit sa forme, pour beaucoup des grands problèmes qui vont conditionner notre avenir proche, je pense notamment aux défis climatiques, c'est pas les nations qui vont arriver à ce qu'on trouve des solutions. Ça me semble assez clair que, je ne sais pas, la gestion de l'eau potable, la question des énergies, ce ne sont pas des questions des petites nations. Pour La Fontaine, par exemple, l'Europe était un projet mesquin. C'était déjà dépassé, l'Europe, parce qu'il est fortement sollicité dans l'entre-deux-guerres par les premiers projets de construction européenne. Il dit, mais l'Europe, c'est bien, mais c'est trop petit. Là, il y a la part d'utopie, parce qu'il faut bien démarrer de quelque part. Mais disons que, dans son esprit, pour que les choses fonctionnent réellement, il faut avoir cette dimension internationale, tout en ayant, et c'est là aussi où il reste fréquentable, le souci des minorités. Ce sont des grands débats qu'il a souvent à l'esprit, parce qu'il en a conscience. Le risque de cet universalisme-là, ça peut être uniformisation, une disparition des différences.
Donc il y a des tas de sujets qui l'amènent, avec le regard d'un homme du 19e qui décède avant 1950, mais qui restent des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et pourquoi n'a-t-il pas eu en 1945 d'héritier intellectuel, je veux dire? Parce qu'il était aussi enseignant, il ne faut pas l'oublier. Il a donné cours à la Nouvelle Université, pas seulement. Donc, et on aurait pu imaginer des assistants qui reprennent le relais. Mais ça ne devait pas être facile d'être un disciple de La Fontaine parce qu'il était tellement intéressé par plein de sujets qu'en vérité, c'est un des reproches qui lui était fait parfois, c'est de parfois survoler et de ne pas être suffisamment... C'est un scientifique à l'ancienne, c'est-à-dire que il ne va pas entrer dans la logique des colloques internationaux, etc., qui se mettent en place. Il est quand même aussi... En fait, il n'a pas de disciple parce que ça aurait été très difficile concrètement d'en concevoir. C'est une pensée, c'est assez étonnant ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un qui a toujours pensé l'universel, mais qui est très singulier. Bon, donc il peut être inspirant dans le pacifisme quand même, c'est une figure qu'on peut sortir, même si, tu l'as dit, son juripacisme fait que pour certains, même encore aujourd'hui, ça peut être problématique. Donc en fait, il y a toujours, au sein du Parti socialiste, c'est un intellectuel qui s'est montré assez vite critique du mouvement aussi, donc il y a une posture de personne qui est dedans, mais qui a toujours un esprit critique. C'est jamais la position idéale pour avoir des disciples. Mais je crois, sauf que si Jacques a encore une question, que c'est le moment de vous passer la parole. Ah oui. Parce que là, on a fait un bon survol de la personnalité d'Henri Lafontaine et de l'ouvrage que tu lui consacres. Allez-y. Ta question. Je crois que j'avais oublié un papier. Y a-t-il trace dans les archives que vous avez dépouillées d'un projet de Henri Lafontaine et relatif à la reconnaissance, à l'affirmation des droits humains? Merci. Donc, vous voulez dire en utile le droit des droits humains, c'est-à-dire vous voulez dire dans... Non, justement, c'est intéressant, c'est que... non, mais c'est intéressant parce que il est un des fondateurs de la section belge de la Ligue des droits de l'homme. Donc on voit tout à fait l'affiliation. Je parlais de Picard. Il a fréquenté Picard, il n'en a jamais été un proche, parce que lui est un des seuls à critiquer publiquement son antisémitisme. Et par là, il s'inscrit, ce n'est pas la seule raison de la création de la Ligue des droits de l'homme, mais enfin, l'affaire Dreyfus joue une importance considérable dans la création de cette Ligue. Et pour La Fontaine, effectivement, la Ligue des droits de l'homme, il faut en créer une section belge. Il est dans les archives. Effectivement, vous avez quelques lettres qui montrent qu'il est parmi les fondateurs. Et à nouveau, on retrouve ce milieu de l'Université Nouvelle, ce milieu très frondeur au sein même du mouvement rationaliste belge, si vous voulez, qui estime qu'il est un petit peu sclérosé. Et donc ils adhèrent. On trouve Janson aussi parmi ses fondateurs. Et il y a dans les archives des lettres qui invitent aux réunions officieuses dans différents cafés bruxellois. Et c'est des documents très intéressants parce que moi je ne les avais pas trouvés mentionnés dans les quelques histoires qui existent de la Ligue des droits de l'homme. Mais humain aussi, dans la mesure où son attachement aux droits humains fait que pour lui, homme doit vraiment être compris en termes de droits, homme et femme. Même s'il y a un sens homme, un sens générique dans le français, plusieurs des gens de son époque envisageaient homme dans le sens vraiment homme et pas humain. Non, il y a des traces, effectivement. Je crois que c'est... Merci beaucoup pour la conférence. Je voudrais savoir quelles étaient les opinions de Henri Lafontaine sur la religion. C'est pas un athée. Il est très opposé au communisme et à Marx parce qu'il trouve que cet athéisme est débilitant, comme on disait à l'époque. C'est un acte dogmatique, mais la spiritualité l'intéresse. Bon, déjà, même s'il rêve d'une franc-maçonnerie tout à fait dans la société civile, néanmoins, il va monter tous les grades, etc., de réflexion symbolique. Donc c'est une forme de spiritualité indéniablement. Et d'autre part, à la fin de sa vie, et peut-être même avant, j'ai oublié le nom de cet auteur, mais il y a eu un auteur qui a eu un très très grand succès et qui estimait qu'il
il y a eu dans l'histoire de l'humanité des passeurs qui savaient les choses, parmi lesquels Gandhi, parmi lesquels Jésus-Christ, etc. Et c'est quelque chose qui taraude La Fontaine. Je ne sais pas si, à certains moments, il croit à une existence, une survie après la mort, d'autres fois pas, mais en tout cas, et intellectuellement, il n'est pas athée, et aussi stratégiquement, il estime que les libres penseurs qui bouffent du curé au sein du POB, c'est très négatif. Très négatif parce que ça pourrait effrayer des ouvriers démocrates chrétiens qui, sur une base commune, pourraient très bien rejoindre le parti. Donc il fait partie de ceux dans le parti qui préfèrent qu'on cesse de brandir l'anticléricalisme et qui s'est toujours senti plus proche des démocrates chrétiens. Il va fréquenter par exemple l'abbé Moeller qui était un des fondateurs de la revue Durandal, et donc ce sont plutôt ces milieux-là que par exemple les socialistes dits de droite qui voulaient s'allier avec les libéraux sur la base de l'anticléricalisme. Il estime que ça, ce n'est pas du tout la solution. Donc, pas athée. N'hésitez pas. Si nous reprenons le dialogue. Non, allez-y, parlez. Madame et puis monsieur là-bas. Professeur, bonsoir. Pouvez-vous évoquer la passion d'Henri Lafontaine pour la musique de Richard Wagner? Et paradoxalement, cette idée très élitiste par rapport à un art qui était méconnu des autres. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est qu'il est effectivement une personnalité clé de la propagation de la musique de Wagner, qui est un petit peu c'est une musique considérée vraiment comme révolutionnaire pour les amateurs de classique à l'époque. Et lui va tout de suite, dans une logique structurante, créer une association qui sera une des plus importantes sur le continent et ouvrir des discussions avec les principales d'entre elles qui se trouvent en Allemagne évidemment, mais il y en a aussi en Angleterre. Et pour lui, effectivement, cette musique-là, il a vraiment une passion pour Wagner, dont il ne parlera plus jamais après 14-18, comme il refusera toujours de parler allemand. Mais en revanche, il ne considère pas que c'est élitiste parce qu'il a une logique de... C'est le principe même des sections d'art des maisons du peuple, en fait. C'est que les gens qui ont créé ça, beaucoup de libéraux progressistes, convertis au socialisme ou non, pensaient que les ouvriers devaient découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la grande culture. Et donc pour eux, c'était pas élitiste, ça allait naturellement fonctionner. Les ouvriers, après le journée de travail, allaient assister à 2 heures de conférence sur Wagner, mais ça n'a pas tellement marché, parce que à l'époque, ils s'en rendent compte. Jules Destrée, qui est une personnalité, autre aussi antisémite, mais une personnalité très importante dans la création de ces sections et des universités populaires, reconnaît que le public est bourgeois, qui va à ces discussions, parce que ça vole très haut. Évidemment, ça passe au-dessus de la tête des gens qui en plus ont une journée de travail et qui ont peut-être plus envie de divertissement. Sauf que La Fontaine appartient à une génération qui déteste le divertissement. Il considère que on peut apprendre en s'amusant, mais il faut toujours apprendre, et que le fait d'apprendre, c'est quelque chose de sérieux. Et donc, dans la presse socialiste, quand dans l'entre-deux-guerres vont se développer des pages sportives, qu'on parlait de football, il déteste le football, il écrira au rédacteur en chef en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces pages ? Si c'était ça le socialisme, que les ouvriers s'abrutissent au cinéma, qu'ils s'abrutissent devant des sports très mauvais pour la santé, faire du football, je ne sais pas, pour lui, c'est risquer d'avoir des crises cardiaques, alors ça ne valait pas la peine. » Donc il a cette perception exigeante des hommes du 19e siècle, qui fera d'ailleurs que ces vieux de la vieille au sein du parti seront aussi mis de côté pour ces raisons-là, par des nouvelles générations, souvent davantage issues des milieux populaires d'ailleurs, et qui diront « mais votre façon d'apprendre, elle est dépassée. Les écoles ouvrières socialistes proposent des choses plus dynamiques et quelque chose aussi de plus utile pour former l'engagement des militants que votre grande culture qui leur passe au-dessus de la tête. » Je caricature un peu, mais
ça n'a pas touché les milieux populaires, parce qu'il n'y avait pas de point de rencontre, si vous voulez. Mais donc pour lui, ce n'était pas élitiste. Hein. Il fallait que tout le monde découvre ça, puisque Wagner, c'était cette harmonie universelle, et donc il fallait que tout le monde puisse en profiter. Il y a monsieur qui demande la parole. Je vous en prie. Bonsoir et enfin, merci pour votre exposé. Il y a à Mons actuellement une exposition à propos qui parle de la franc-maçonnerie, ici donc aux Visitandines. Vous-même, vous avez apporté quelques éléments de la franc-maçonnerie, la participation de Fontaine en tant que même maître d'une obédience. Est-ce que vous pourriez peut-être apporter quelques éléments supplémentaires à ce niveau-là ? Quelles sont les pierres ou la pierre qu'il a apportée à l'édifice ? Pourquoi pas ? Voilà. Merci. Alors, disons l'essentiel, c'est le débat de l'engagement dans la société. Donc pour lui, c'est ça. Vraiment, quand il va aux États-Unis et qu'il voit les modes de fonctionnement de la maçonnerie anglo-saxonne, il qualifie ça de Rotary Club. Donc pour lui, c'est pas du tout le terme est de lui, hein, c'est pas de moi. Pour lui, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Quand il est aux Amis Philanthropes, il a toute une histoire d'engagement en faveur, par exemple, de l'enseignement non catholique. Et donc pour lui, c'est à ça que ça sert. C'est un réseautage singulier. Et après, il y a le développement personnel, je dirais, par rapport au grade, mais il distingue vraiment ces deux engagements. Il estime qu'une fois qu'il rentre dans une maçonnerie progressiste, en fait, le terme adéquat, en principe, c'est ce développement progressif, mais lui, clairement, c'est pas progressif, c'est progressiste. Si la franc-maçonnerie ne contribue pas à la République universelle, le pacifisme, etc., elle ne joue pas son rôle. Là, sa position est très claire. C'est son point de vue, et à tout moment dans les différents combats, il ira, mais clairement et très ouvertement, dire bon, alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce dossier ? C'est vraiment sa perception des choses, et tout à fait assumée. Sur certains combats pacifistes, quand il est en contact avec un de ses amis maçons qui s'appelle Le Foyer, qui est français, il lui dit « Tu viens faire des conférences, on va organiser un réseau, tu dis pas que tu es franc-maçon, mais on va travailler à la fois des conférences profanes, mais on va aussi faire toutes les loges et on va les convaincre qu'ils doivent adhérer à tel ou tel projet. » Donc c'est très engagé, évidemment. Et si ça ne l'est pas, les considérations qu'il a sur la franc-maçonnerie états-unienne sont assez dures. En fait, il l'utilise, si tu l'expliques bien dans le livre, comme un réseau. Oui, clairement. Un réseau international. Oui, clairement. Et il pense qu'elle devrait pouvoir empêcher le premier conflit mondial. Et la guerre, effectivement. La guerre. Alors que les socialistes sont réunis à Bruxelles, ouais, pour tenter une dernière fois d'empêcher la guerre. Van der Velde a réuni ses amis. Ouais. Le lendemain, il y aura l'assassinat du leader français. Pendant ce temps-là, La Fontaine n'est pas présent. Non. Parce qu'il est réuni aussi en une réunion de dernière chance, la franc-maçonnerie internationale, et avec les Français, tenter d'arrêter la guerre. Donc c'est aussi une logique de réseau très forte. Et donc, dans les deux cas, que ce soit pour la maçonnerie et pour le socialisme, l'attraction qu'il a pour ces deux modèles est vraiment largement déterminée par le caractère internationaliste des deux combats. L'international socialiste, pour lui, il la découvre, il est au début des années 1890, il assiste à son premier congrès, où il n'est pas encore socialiste, il est invité, un libéral progressiste invité dans ce congrès international. Il est ébloui par l'idée que ces gens ont, bien organisés, qui défilent dans les rues, d'avoir une société qui sera une société basée sur le collectivisme, qui est pour lui le modèle formidable, qui doit être imité. Et ça lui apprend plein de choses. C'est notamment lors de ce congrès, dont malheureusement l'année précise m'échappe, qu'il écoute Émilie Claes, qui est une féministe qui ne pense pas du tout comme lui, qui a un féminisme
qui estime par exemple que les lois de protection des femmes et de l'enfant, c'est pas forcément positif parce qu'en fait, ça considère que les femmes sont des mineurs. Et donc, son féminisme est totalement mis de côté. Mais La Fontaine est ébloui par cet échange, il dit parfois assez virulent, mais il découvre ce compagnonnage international des socialistes et compagnonnage n'est pas un mot anodin pour la maçonnerie non plus. C'est l'idée de ces groupes d'humains qui en fait travaillent ou tentent de travailler au bonheur universel en quelque sorte. Donc pour lui, il y a deux points communs dans ces engagements vers la société, donc toujours. Oui, je vous en prie. J'ai donc droit à une seconde question. Vous avez droit à une seconde question. Ah oui. Il existe à Mons une autre exposition concernant notamment la décolonisation. Oui. Est-ce que justement cette question qui était d'actualité à l'époque déjà, oui. les années 1900, Léopold II, est-ce que lui-même, La Fontaine, est-ce qu'il est intervenu? C'est une question qui le qui l'intéresse très fort, qu'il a oui. développé, qu'il a défendu. Est-ce que vous pourriez apporter Alors, quelques éléments? Merci. Comment? Alors en fait, il a une approche qui va beaucoup évoluer sur cette question. D'abord, sa vie personnelle, il fait des voyages notamment aux États-Unis et il découvre qu'il y a du racisme, ça c'est certain, mais qu'il y a aussi toute une catégorie de Noirs qui déjà ont des fonctions qui sont presque inenvisageables, bien sûr, dans l'Europe d'avant 14. Et lui, revenant des États-Unis, il se dit, mais donc c'est la preuve mathématique que des gens de couleur peuvent avoir des postes et occuper des fonctions. Première chose. Et puis ensuite, il y a la question coloniale. La question coloniale, il estime dans un premier temps, comme Jaurès l'a estimé aussi, qu'il faut une mise sous tutelle jusqu'à émancipation des colonies. Donc, de son point de vue, il faut évidemment que Léopold II il vit ça, n'est plus la possession de son État, que si le Congo devient belge, il faut que ce Congo devienne en quelque sorte, certes, ça peut prendre plusieurs générations, mais s'émancipe après avoir reçu la connaissance. Et c'est là où on retrouve la question de l'universalisme, parce que pour lui, évidemment, la connaissance devrait être nécessairement, je dirais, celle plutôt d'un homme blanc. C'est ça son universalisme. Mais, par ailleurs, et toujours dans le contexte, il est, avec Hotelet, l'un des rares, en 1920, à accueillir au cinquantenaire le deuxième, je crois, congrès panafricain. Donc, il découvre, à nouveau, c'est cette logique d'enquête rationnelle, il découvre les thèses des Afro-Américains de type Dubois, il découvre les thèses du français Diagne, ils sont tous là, il écoute ces gens, et il découvre aussi quelqu'un qui s'appelait Panda, Oui. avec lequel il va correspondre jusqu'à son décès. Ils vont se rencontrer. Et il est donc en contact parce qu'il estime que c'est le chemin pour la décolonisation avec les premières générations de Noirs. Il participe au débat, est-ce qu'on peut dire nègre, est-ce qu'on dira noir, etc. Toutes ces questions, Hotelet l'est encore davantage que lui, il est plus nettement, directement anticolonialiste que La Fontaine, mais tous les deux ont conscience qu'il y aura une génération qui amènera l'indépendance. Donc évidemment, ce n'est pas un anticolonialisme radical, mais mis dans le contexte de l'époque, il y a une perception à nouveau par une démarche intellectuelle de dire c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et dans sa définition, ça, il n'a pas été suivi du rôle que devra jouer le Congo repris par les Belges. Il ne faut surtout pas que les Belges prennent l'argent dans l'exploitation de la colonie. Il faut que cet argent soit mis de côté, un peu comme quand vous allez vers l'émancipation d'un enfant qui devient majeur et qui recevrait son indépendance après. Je tiens à préciser une chose, c'est que la première génération, en tout cas pour les continentaux, la première génération d'intellectuels noirs sont eux aussi très sévères à l'encontre des coutumes tribales. Panda écrit notamment, vous, monsieur La Fontaine, qui avait des contacts avec la Société des Nations,
convainquez tout le monde d'interdire le port du pagne, parce que c'est scandaleux de porter un pagne, c'est régressif. Donc, à nouveau, si vous contextualisez, vous avez des penseurs noirs qui écrivent des choses qui aujourd'hui seraient considérées, et l'étaient déjà un petit peu par certains Afro-Américains, comme soumises, si vous voulez, à la culture occidentale, sauf que pour ces premiers penseurs, le but de l'émancipation était aussi de passer par certaines valeurs occidentales. Le monde est complexe. Pas parce que ces premiers penseurs noirs avaient reçu justement une éducation occidentale. C'est le cas de Ferdinand, par exemple. Bien sûr, c'est son cas. Ça a été le cas de Gandhi, dans une certaine mesure aussi, de toutes les premières générations qui ont fréquenté les universités, non seulement les universités de la métropole, mais qui ont appris de surcroît dans la langue du colonisateur. Bah oui. Donc il faut... À nouveau, on peut avoir tous les combats qu'on veut, parce que j'espère que vous aurez compris que moralement, je juge la colonisation indéfendable. Hein. Mais moi, en tant qu'historien, ce qui m'intéresse, c'est la complexité du problème. Une fois qu'on est arrivé quelque part, on a un peu, pardonnez-moi l'expression, mais pas le boxon, on crée une situation où c'est pas si facile que ça de dire on s'en va, qu'est-ce qui se passe? Et ces gens en ont bien conscience avant que ça se passe. Une chose est certaine, c'est qu'après la Première Guerre, les promesses que les ouvriers blancs obtiennent, notamment de suffrage, les Noirs à qui il avait été dit certaines choses ne les obtiennent pas, et il est clair qu'on sent très perceptiblement un désir de rupture. On peut avoir aussi une vision de lutte sociale, finalement, de la décolonisation, donc, qui est ethnique, bien sûr, qui tient compte de la couleur, parce qu'il y a un élément racial supplémentaire, mais il y a quand même une lutte sociale qu'il ne faudrait pas gommer. Mais évidemment, je suis un historien quinquagénaire qui est formé par des gens qui pensaient histoire sociale, mais je pense qu'on ne peut pas voir l'histoire uniquement sous l'angle de l'ethnique. Je pense que c'est trop court. Mais je crois que s'il n'y a plus d'autres questions, on va te remercier vivement. Mais c'est moi qui vous remercie. Oui, dis-moi. Comme tu es un des rares, comme je le disais tout à l'heure, à avoir parcouru toutes les archives d'Henri Lafontaine, est-ce que ta vision du personnage a changé entre le moment où tu en as pris connaissance pour la première fois et la fin de ton travail? Disons que j'ai toujours un regard un peu amusé sur les personnes dont je m'occupe, mais il y a quelque chose d'assez touchant, effectivement, dans cette volonté d'apprendre toute sa vie, qu'on a juste le temps de caresser à peine la surface des choses, qu'on n'a jamais le temps de découvrir tout ce qui existe. Je trouve ça très touchant. J'ai parfois été touché. Il y a un élément dont on n'a pas parlé que je trouve très fort, c'est il est plus qu'octogénaire et il passe les dernières années de sa vie à aller au ministère de l'Intérieur pour défendre les dossiers de réfugiés, majoritairement juifs, qui sont très généreusement repoussés aux frontières par nos gouvernements successifs. Et il va discuter de ça. Et donc il y a un engagement qui, malgré la désespérance qui les traîne à partir de la guerre d'Espagne, il y a une espèce de désir, effectivement, d'améliorer la condition humaine qui est touchante. Parce que, et d'ailleurs, ça m'a fait changer une chose. Voilà. Quand j'ai eu terminé cette biographie dans les contextes critiques quand même, ça je peux pas m'empêcher, moi je suis un emmerdeur, je me suis dit je vais plus qu'écrire sur des progressistes, parce que je trouve tout de même que le monde est rempli de réactionnaires, de gens qui ont une solution dans le retour aux nations, etc. Et c'est facile, je comprends, mais en même temps il faut quand même parler des gens qui ont eu d'autres types de projets, il y en a eu beaucoup. Et donc, pour les années où je suis encore capable de chercher et d'écrire, j'ai vraiment envie de me consacrer qu'à des types comme ça, parce qu'ils peuvent avoir leurs travers, il peut y avoir des contradictions entre l'engagement public et les choses privées, mais je trouve tout de même que d'avoir autre chose que la conscience de soi, c'est une question intéressante. Voilà, une belle conclusion. Et quant à vous, vous avez un livre... impressionnant en taille, agréable à lire, même si c'est un livre d'un historien scientifique, bien structuré, mais qui vous en donnera encore beaucoup plus sur ce personnage qui est un des personnages les plus riches que l'histoire de la Belgique a pu rencontrer. Merci Pierre pour nous avoir dévoilé l'essentiel.